Bonjour, Alors, bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. aujourd'hui, nous accueillons Guillaume Perrin qui organise ce webinaire pour l'AT2E Île-de-France. Donc, un sujet important car vous allez être nombreux aujourd'hui à vous connecter et merci pour votre intérêt à ce webinaire. Nous allons attendre quelques minutes, hein, le temps que tout le monde puisse se connecter dans les meilleures conditions possibles. Et puis, nous présenterons donc les intervenants de ce webinaire et vous aurez la possibilité. Bon, on va pouvoir démarrer. Donc, on rappelle le sujet. Eh ben, c'est un sujet important hein, puisqu'on va évoquer aujourd'hui les enjeux pour le secteur tertiaire, les bâtiments tertiaires privés et publics. Et merci à tous les maîtres d'ouvrage, maîtres d'œuvre et puis également professionnels intéressés par ce marché de participer à ce webinaire. Et ce que nous vous proposons aujourd'hui, c'est à travers l'intervention de Clément Molison, qui est délégué général de l'AVER, de bien comprendre et de mieux comprendre les mécanismes d'aide qui sont disponibles pour ce marché qui a des contraintes réglementaires mais qui a des enjeux de développement très forts. Et puis également de voir comment le marché peut s'organiser autour des professionnels qualifiés, puisqu'il y a une obligation de qualification et qu'effectivement, c'est la rencontre des maîtres d'ouvrage et des installateurs qui vont permettre une bonne organisation du marché avec des propositions de solutions. Après l'échange avec Thierry Grosdidier sur les enjeux de qualification, nous pourrons voir avec Laurent Desvois de Smart Mobilité NJ quelles sont les solutions techniques pour vous accompagner dans ce développement de marché. Donc, en préalable, Guillaume Perrin va présenter donc la T2E Île-de-France qui nous réunit aujourd'hui. Et ce que nous vous proposons, c'est qu'à chaque fin d'intervention, nous pourrons reprendre les principales questions qui seront posées. Donc, vous voyez effectivement que vous avez un onglet questions. N'hésitez pas à poser vos questions. On y répondra à chaque fin d'intervention donc sur les principales questions. Et bien entendu, après le webinaire, si toutes les questions n'auront pas pu être reposées, on vous enverra les réponses à la suite. Guillaume Perrin et Pierre Monin, donc est-ce que vous voulez bien faire un point sur ce que représente la T2E aujourd'hui et l'enjeu de l'IRDE au sein de l'association? Absolument, merci à Alexandra, bonjour à toutes et à tous et merci à tous nos intervenants d'être présents en tour de table pour ce sujet assez important dans une dynamique contextuelle réglementaire dont Clément nous parlera dans quelques instants et c'est assez intéressant d'avoir tout le contexte qui se passe, qui pourrait se passer aussi. Il y a pas mal de choses à suivre à ce niveau-là et intéressant en dynamique de sujet de manière plus générale puisque effectivement le déploiement mobilité de manière assez large et consubstantiel au déploiement aussi d'une politique énergétique assez forte. Et ça tombe bien, l'énergie, c'est un de nos sujets majeurs au niveau de l'AT2E, Association technique énergie environnement. Donc on rassemble un panel d'adhérents assez important, 2400 adhérents sur la France entière, du public, du privé et un certain nombre de domaines d'expertise, notamment dans la maîtrise de l'énergie. On est très connu en particulier pour l'approche de notre club certificat d'économie d'énergie qui permet quand même un financement d'un certain nombre d'actions dans l'industrie, dans le tertiaire, public comme privé, de manière assez forte. La cogénération, toutes les dynamiques des énergies renouvelables autour du club biogaz, stockage d'énergie, power to gas, pyrogazéification, toute cette approche multiréseau dont on parlait, c'est qu'intéressant dans la transition énergétique, c'est tout est interdépendant. La mobilité, on n'est pas très loin aussi de l'approche power to véhicule, power to grid aussi qui fait le lien entre l'ensemble de ces réseaux-là, d'où l'importance d'avoir cette vision transverse par l'illustration aujourd'hui de la mobilité. Un mot peut-être encore pour présenter dans nos productions de la T2E, à laquelle évidemment vous êtes les bienvenus, ou en tant qu'adhérents, ou en tant que futurs adhérents, on compte sur vous. C'est grâce à nos adhérents évidemment qu'on vit et qu'on peut faire toute cette dynamique d'accompagnement de l'ensemble des membres. On produit de manière hebdomadaire la revue Énergie Plus, revue de l'énergie pour les professionnels qui permet d'avoir la vision sur le secteur et les dernières actualités. Et on a aussi un certain nombre de programmes nationaux qui sont portés. Je me permettrai notamment de
mettre l'accent sur le programme Pacte Industrie qui est en train de sortir, qui rassemble ProRéféi, référent énergie d'industrie, et ProSmen, donc la norme ISO 50001 notamment en termes d'accompagnement, qui vous permet d'avoir un financement assez intéressant pour passer à l'action dans la mise en place, notamment de la norme ISO 50001, la maîtrise des consommations dans l'industrie et dans l'approche plus générale côté tertiaire. Un mot également pour vous parler, je vous ai parlé de la T2E nationale. Moi, j'ai le plaisir d'être président de la T2E régionale Île-de-France. C'est dans ce cadre-là qu'on accueille bien volontiers ce webinaire qu'on anime. Mais effectivement, la T2E régionale, c'est certes un président, mais c'est aussi des gens derrière qui travaillent avec un bureau assez important, dynamique. Alexandra, qui vient de dire quelques mots, effectivement, que je remercie très chaleureusement pour l'organisation de ce webinaire, aux côtés évidemment de nos intervenants Clément, Laurent et Thierry, évidemment, mais également Pierre Monin, qui est aussi connecté, à qui je vais laisser la primeur de dire quelques mots aussi sur ce qu'on fait au niveau régional en termes d'animation notamment. Merci Guillaume. Alors, on ne voit plus les slides. Est-ce que c'est possible de mettre la suite des slides? Donc, sur la T2E au niveau régional, comme le disait Guillaume, on est sur un réseau qui est extrêmement dynamique, puisqu'on a plus de 700 adhérents dans le secteur de l'énergie. Alors Guillaume a mentionné Alexandra et moi-même, et je l'en remercie, parce qu'effectivement, nous avons préparé tous les deux ce webinaire sur la mobilité, et on va y revenir par la suite. Mais le bureau opérationnel de la T2E, c'est plus que ça. On est une quinzaine de personnes, effectivement, à animer ce bureau aujourd'hui. Et c'est une animation, je dirais, qui a la particularité peut-être par rapport à d'autres structures d'être complètement connectée avec le réseau public, les acteurs clés, les représentants du secteur de l'énergie sur la région Île-de-France, et une approche, je dirais, très, très transverse, puisque nous balayons globalement l'ensemble des problématiques de l'énergie sans approche partisane, puisque le panel de représentants au bureau est très varié. Donc, c'est des acteurs clés du secteur de l'énergie avec lesquels nous travaillons. Vous les connaissez sans doute. On peut citer l'Agence parisienne du climat, l'AREN, la Chambre de commerce et d'industrie, les services de l'État, l'ADRIE. Voilà, tous ces acteurs aujourd'hui sont en connexion directe avec la T2E Île-de-France. Ce qui nous permet bien sûr d'échanger énormément en réseau, d'échanger et de renforcer des connaissances, mais également, comme aujourd'hui, de vous proposer des événements variés. Donc, on doit tourner autour de 8 événements à peu près par an au niveau de la T2E Île-de-France. Les webinaires se sont beaucoup développés à la faveur de la crise sanitaire. On continue à en faire comme aujourd'hui, ce qui nous permet de réunir une très forte participation, effectivement, mais ce n'est pas la seule manière pour nous d'intervenir, puisque nous organisons également des journées conférences, des visites de sites ou des formats conviviaux de type petit déjeuner ou dîner. En termes de contenu, si on peut passer à la slide suivante, nous avons cette année proposé un premier webinaire qui portait sur les contrats de performance énergétique dans le tertiaire, qui a été un beau succès. Nous avons donc aujourd'hui une matinale sur la mobilité électrique, alors dans le collectif, puisque nous avions déjà eu l'année dernière, à peu près à l'été, un premier webinaire qui lui aussi avait eu du succès sur la question de la mobilité électrique, mais appliquée à la voirie publique. Donc, ce ne sera pas le sujet aujourd'hui. Nous prévoyons en mars alors je ne sais plus si c'est un format webinaire ou présentiel sur la question. En présentiel, ce sera une matinale en présentiel, effectivement. Sur la question de la sobriété et de comment on pérennise effectivement cette politique de sobriété qui a bien pris sur l'hiver, mais il ne faut pas que ça reste épisodique. Donc, voir comment on continue à agir sur la durée. Et puis, un certain nombre de sujets sont en travail, en gestation, et devraient fournir le contenu de matinale ou de journée, de colloque courant d'avril à juin. Un premier sujet, probablement pour fin avril, qui sont les actions énergétiques et les projets exemplaires qui vont être mis en place dans le cadre de Paris 2024. Donc, on parle évidemment des Jeux Olympiques. Également, un retour un petit peu en arrière sur la crise de l'énergie et voir finalement quel est le chemin parcouru et où l'on se situe actuellement aujourd'hui par rapport à cette crise de l'énergie et quelles sont les perspectives.
Nous prévoyons également la visite d'un site de chaleur renouvelable, un sujet qui devrait arriver, je pense, au début de l'été, qui est la question des vagues de chaleur et comment effectivement ces vagues de chaleur qui se multiplient aujourd'hui peuvent être prises en compte d'un point de vue système énergétique. Et puis, on a souhaité également revenir sur la question du décret tertiaire en permettant le témoignage d'entreprises qui auraient pris ce virage et donc demander comment elles le mettent en application aujourd'hui. Donc voilà les sujets qui sont sur le fer aujourd'hui. Ce n'est absolument pas exclusif et évidemment, tous les adhérents sont, et pas uniquement le bureau, sont amenés à faire des propositions, invités à faire des propositions pour enrichir les sujets que nous aurons à traiter. Voilà, je ne vais pas m'étendre plus sur la présentation générale. Sachez que vous pouvez nous suivre web et sur les réseaux sociaux et nous contacter, donc contacter chacun des membres et en particulier donc notre président Guillaume Perrin qui est directement connecté à l'adresse que vous voyez ici, idf@at2e.fr. Voilà, et donc je remercie l'équipe AT2E pour l'organisation de ce webinaire et je laisse la parole à Alexandra qui a organisé avec moi ce webinaire. Merci. Merci Pierre, merci Guillaume pour ce point sur la T2E et l'actualité. Vous voyez qu'il y a beaucoup d'échanges avec les membres de la T2E. Nous allons rentrer dans le vif du sujet avec Clément Molison, donc délégué général de l'AVER. Les mécanismes d'aide ont évolué en ce début d'année pour le tertiaire. Clément, est-ce une bonne nouvelle pour les maîtres d'ouvrage, les maîtres d'œuvre et les entreprises? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Bien sûr, bonjour à tous et à toutes et merci pour l'invitation et l'organisation de ce webinaire. Un tout petit mot d'abord sur l'AVER France pour rappeler un petit peu qui l'on est pour les personnes qui nous connaissent pas. On est une association professionnelle. On est une association qui réunit aujourd'hui près de 240 acteurs, entreprises principalement, qui œuvrent au développement de la mobilité électrique. Et on rassemble notamment tout un écosystème. On a à la fois des constructeurs, des équipementiers, des énergéticiens. On a également des acteurs de la recharge, que ce soit des fabricants de bornes, des installateurs, des opérateurs. Et on réunit tout cet écosystème avec pour objectif d'identifier des freins qui peuvent être posés à la mobilité électrique et comment les lever. Ma tâche ce matin, c'est de vous montrer en quoi la baisse des aides est est une bonne nouvelle pour le secteur. Ce qu'il faut peut-être rappeler aujourd'hui, c'est quand même ce grand mouvement d'électrification dans lequel on est embarqué aujourd'hui et sa raison principale qui est la réponse à l'urgence climatique. Et on a des jalons qui ont été posés avec pour objectif final 2050 la neutralité carbone, avoir un continent européen qui soit parfaitement neutre en carbone. Et donc dans la mobilité légère, et c'est en train également de prendre une direction assez similaire sur la mobilité plus lourde, on voit que c'est une électrification massive qui va permettre de répondre à ces enjeux, en tout cas du point de vue de la motorisation. Il y a évidemment plein d'autres solutions, transport modal, passer à d'autres types de mobilité, mais quand on ne peut pas se passer d'une voiture, et c'est le cas de nombreuses entreprises, l'électrification aujourd'hui est la voie privilégiée. Et on constate que que le secteur tertiaire fait face à de nombreuses obligations aujourd'hui qui lui permettent d'arriver peu à peu à ces échéances. 2035, on ne peut plus vendre de véhicules thermiques et 2050, on n'aura plus aucun véhicule thermique en circulation. Donc pour les entreprises, les plus grandes notamment, celles qui ont un parc de plus de 100 véhicules, on a déjà des obligations de verdissement annuelles. Depuis l'an dernier, 10% dans le renouvellement de la flotte doit être en véhicules à faible émission. On va passer à 20% à partir de 2024, puis 40% et 70% à partir de 2030. Et en 2035, on n'aura plus que des véhicules électriques. Mais c'est pas le cas que pour les grandes entreprises. Des petites entreprises aussi qui ont que quelques véhicules, voire un seul véhicule. On pense aussi aux artisans qui n'ont pas forcément un parc important.
l'obligation de le passage à l'électrique va aussi venir par la mise en place de zones à faibles émissions, de zones où on va peu à peu exclure des véhicules qui polluent, et pas simplement d'un point de vue climatique, mais aussi en termes de santé publique. Il y a un vrai enjeu sur les différents polluants, et on parle souvent CO2, mais c'est pas le seul enjeu, surtout dans les centres urbains. Et donc pour ça, on sait qu'il va falloir équiper les parkings du secteur tertiaire, pardon. Et face à cet enjeu-là, nous, à l'Aver France, on a lancé en 2016 un programme de financement qui s'appelle Advenir, qui est un programme C2E, donc certificat d'économie d'énergie, dont on a un petit peu parlé tout à l'heure. Et ce qui est apparu crucial avec ce programme, c'est d'identifier les cibles sur lesquelles il y avait des freins particuliers, là où il y avait des besoins spécifiques d'aide. Depuis 2016, on a financé plus de 125 000 points de recharge dans toute la France. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les 3/4 de ces points de recharge l'ont été sur des parkings tertiaires. La moitié, ce sont de ces 125 000 points de charge, ce sont des points de recharge destinés aux flottes et aux salariés, donc uniquement en interne à l'entreprise. Et un quart est à destination du grand public, donc ça va être par exemple du parking de supermarché, parking d'hôtel. Donc vous comprenez bien que sur ce programme de financement, une partie extrêmement importante des aides est allée à un seul acteur, enfin une seule typologie d'acteurs, et que nous, on a une enveloppe qui est contrainte, on a un budget qui est fini, et l'objectif est vraiment de flécher les fonds là où ils sont le plus utile et le plus pertinent. L'idée pour nous est vraiment de lancer un marché, de lancer une dynamique, et une fois que les obligations réglementaires notamment prennent le pas, le programme n'a plus vocation à financer. Et ça, c'est notamment des choses qui nous sont imposées dans le cadre des programmes de certificat d'économie d'énergie par le ministère de la Transition énergétique. Il le fait pour d'autres programmes C2E comme le nôtre. Alors, il se trouve qu'en 2025, au 1er janvier 2025, tous les parkings des bâtiments non résidentiels devront être équipés en points de recharge. Un taux, c'est de 5%, donc voilà, par tranche de 20 places, il doit au moins y avoir un point de recharge qui soit installé. Donc on a engagé une dynamique, on a engagé cette dynamique pendant 6 ans, et maintenant on commence à peu à peu se désengager sur cette cible-là. On l'a fait déjà dès le début d'année, où on a mis fin à la prime pour les flottes et salariés, que l'on réserve aujourd'hui uniquement pour 2 cibles, les professionnels de l'automobile. On a un partenariat avec Mobiliance, et donc on a un certain nombre de sociétés qui sont identifiées, enfin de typologies de sociétés qui sont identifiées, qui peuvent toujours bénéficier de cette aide, et les loueurs courte durée qui aussi avaient un besoin très spécifique. En parallèle, on a aussi diminué les aides pour le secteur tertiaire sur l'ouverture au public. Encore une fois, même ordre d'idée, on approche peu à peu d'une obligation, on n'est plus simplement dans le lancement d'une dynamique, mais vraiment réaliser des obligations qui existent depuis plusieurs années. L'obligation que j'ai citée pour 2025, elle existe depuis 2019. Donc ça fait déjà depuis plusieurs années que ces équipements peuvent être réalisés et ont pu être aidés. Peu à peu, on se désengage là-dessus. Et peut-être un dernier mot pour finir mon intervention, notamment pour les entreprises qui ont besoin d'électrifier leurs véhicules, leur flotte et leur accompagnement. Il n'y a pas qu'un accompagnement financier. Je pense qu'il est extrêmement important aujourd'hui, c'est aussi une certaine forme d'ingénierie, d'information, de sensibilisation. Et pour ça, je vous invite à consulter sur notre site internet un guide qu'on a publié il y a quelques mois de ça, en novembre, qui est un guide sur l'électrification des flottes d'entreprises et de collectivités locales, qui est un guide extrêmement complet, autrement dit très long. Mais l'objectif est vraiment de pouvoir poser toutes les questions, d'y apporter autant de réponses qu'il était possible de le faire aujourd'hui. Et on est déjà en train de préparer sa mise à jour, parce qu'il y a encore eu quelques évolutions récentes. Donc vraiment aller le consulter, je pense qu'il y a vraiment des étapes à respecter et qui permettent d'être déjà beaucoup plus rassuré dans son électrification et dans l'équipement de son parking, quand bien même les aides seront moins importantes dans les années à venir. Très bien, Clément. Et je vois d'ailleurs dans les questions posées, c'est effectivement la préoccupation de connaître le montant des aides. Donc, ce que tu préconises, c'est d'aller effectivement sur ce guide et de consulter les actualités
qui sont mises à disposition par l'AVER et le programme Advenir pour comprendre à l'instant T, quand on se pose la question de savoir je souhaite installer et faire évoluer mon parc de bornes de recharge et de véhicules électriques, je regarde les actualités, je suis sûre d'avoir l'information. Est-ce que tu as mis un accompagnement, peut-être un moteur de recherche ou une aide à la décision sur ton site, Clément, qui puisse accompagner les entreprises qui se posent ces questions? Tout à fait. Alors là-dessus, je vous conseille de consulter notre site dédié au programme, qui s'appelle advenir.mobi, M-O-B-I. Mais si vous tapez Advenir sur votre moteur de recherche, vous tomberez très rapidement sur nous. Sur ce site qui est dédié au programme, on a notamment un simulateur d'aide qui vous permet en quelques questions de savoir si vous pouvez bénéficier d'une aide, évidemment en répondant à un certain nombre de critères. On en parlera juste après, notamment sur la qualification qui est extrêmement importante, mais qui permet de voir quelles sont les aides auxquelles vous pourrez dont vous pourrez bénéficier, et qui rappelle également aujourd'hui quels sont les taux d'aide par cible. Donc on a à chaque fois un pourcentage qui est pris sur l'installation et le matériel avec un plafond et un certain nombre de critères. Je pense qu'il peut être également rappelé aujourd'hui, c'est que nous, on traite principalement avec des installateurs. Autrement dit, quand vous êtes une entreprise intéressée par le programme, quand vous prenez contact avec un installateur qualifié et qui a une offre labellisée par notre programme Advenir, c'est généralement dans 95-99% des cas l'installateur qui prend en charge l'ensemble des démarches, c'est-à-dire qui prend contact avec le programme, qui réserve une prime, qui la déduit de du devis, qui envoie les pièces justificatives, et vous, d'une certaine façon, vous n'avez juste à gérer la partie commerciale et le chantier avec votre prestataire. D'accord, donc je vois qu'il y a beaucoup de questions effectivement autour des informations, de la mise à disposition du guide. Donc en cliquant simplement sur le programme, sur le site de l'AVER, on peut trouver toutes ces informations. On l'enverra également à l'issue du webinaire. Donc, Clément, merci pour ces points. On comprend que le rôle de l'AVER, c'est vraiment de lever les freins et d'accompagner le marché et de l'aider à mettre en place la dynamique dans un contexte de contraintes réglementaires qui vont s'intensifier et que les maîtres d'ouvrage, les maîtres d'œuvre et toutes les entreprises qui se posent des questions sur le verdissement de leur flotte, comment accéder aux zones à faible émission qui sont les enjeux de demain, comment elles s'organisent, elles ont effectivement un accompagnement qui est possible à travers les informations communiquées par l'AVER, point important. Et puis également, bien sûr, elles doivent se poser la question de comment j'organise mon parc et comment j'organise l'installation de mes bornes de recharge. Et donc, je fais appel à un professionnel qualifié. Thierry, est-ce qu'on peut faire un point sur l'association Qualifelec et comprendre dans quelle mesure les électriciens s'emparent de ces problématiques et de ce marché? Oui, bonjour à tous. Et puis merci Clément de cette introduction parce qu'effectivement, tu nous amènes le sujet de la qualification sur un plateau. Quelques éléments de langage sur Qualifelec. Qualifelec est une association qui a vu le jour en 1955, qui est née de la volonté des professionnels et des fournisseurs d'énergie. Et pour ne pas refaire toute l'histoire de Qualifelec qui est arrivée assez vite au sujet d'aujourd'hui, Qualifelec s'est positionné très rapidement sur la problématique des IRVE, parce que c'est vrai que je préfère qu'on parle, moi, d'infrastructure que de borne, parce que c'est souvent plutôt l'infrastructure au sens large qui est à considérer plutôt que la borne en termes de produits individuels. Donc, on s'est positionné sur la partie des infrastructures dès 2017, c'est-à-dire que dès qu'on a commencé à mettre un contexte réglementaire autour du maillage des infrastructures, Qualifelec a pu amener son expertise qui nous a amené à nous positionner sur la reconnaissance professionnelle de cette activité-là, qui, je le rappelle et je le rappellerai autant de fois qu'il le faudra, est bien une compétence d'électricien. Je pense que c'est quand même ça qu'il faut avoir un petit peu présent à l'esprit, et notamment dans le contexte qu'on évoque là, d'un maillage important avec des problématiques qui concernent en amont de la réflexion sur le maillage de l'infrastructure,
qui concerne la façon dont l'installation sur laquelle on va venir implanter l'infrastructure doit être appréhendée. C'est important qu'on ait tous ces paramètres-là en place. Et c'est bien ce que Califelec a toujours tenté et réussi de faire, parce que si aujourd'hui, 5 ans après, et fort de plus de 4000 entreprises qualifiées, on fait un constat et on fait souvent le parallèle avec des activités un peu connexes comme celle du solaire photovoltaïque. L'activité du déploiement d'infrastructures de bande de recharge en France aujourd'hui ne fait pas la une des journaux sur la sinistralité, que ce soit chez les particuliers, que ce soit dans la copro, que ce soit dans le tertiaire ou même sur la voie publique. Bon, il y a quelques exemples, mais c'est vraiment très, très, très marginal. Donc, c'est bien l'intérêt de ce maillage d'entreprises. Donc, quand vous voyez les chiffres qui s'affichent là, 11 000 entreprises qualifiées, que je vous dis 4 000 entreprises qualifiées dans la partie des infrastructures, ça veut dire qu'il y a quand même un engouement extrêmement fort sur cette activité des bandes de recharge, qu'on est à peu près tous ISO pour se dire que pour arriver en fait et Clément le rappelait sur la répartition des investissements qui ont pu être faits, il y a encore un gros boulot à faire puisque le déploiement des 100 000 infrastructures qui étaient prévues à la fin 2021 sera, on le pense, raisonnablement atteint au printemps 2023 et que pour atteindre les objectifs que j'ai pu en tête, mais qui sont au moins ambitieux, voire beaucoup plus ambitieux, il faudrait quasiment qu'on ait 10 000 entreprises qualifiées sur le sujet. Donc aujourd'hui, Califelec, quand il a pris le train en marche, et encore une fois, il l'a pris très tôt, et dans les dernières évolutions réglementaires, puisqu'on a 2 temps de la valse sur les aspects réglementaires, on a un premier texte en 2017 et on en a un deuxième en 2022 qui est tout aussi important. Califelec a été associé à cette réflexion-là, ce qui nous a amené aujourd'hui à nous positionner sur un référentiel de qualification qui correspond à l'ensemble, non seulement de la typologie d'entreprises qui vont répondre aux consultations et celle du tertiaire en fait partie. Donc, on est capable, par rapport à ce maillage d'entreprise, de qualifier à la fois de l'artisan qui sera plutôt orienté vers une population de particuliers jusqu'à des boîtes nationales qui ont des ambitions qui sont forcément beaucoup plus vastes. Donc, sur la partie tertiaire, je pense que c'est effectivement le twist qu'a fait les Clément. Comment se réjouir de la baisse des aides. À un moment donné, on sait aussi qu'il faut que ce marché soit un petit peu autoporteur et que si on veut effectivement réussir la transition, il faut bien que chacun prenne son destin en main. Donc, on a aujourd'hui d'autres capacités en fait à accompagner le marché. Quand je disais que Califelec s'est positionné pour accompagner toute la typologie d'activités, on a fait une déclinaison par rapport à des puissances, et j'apprendrai rien à personne en vous disant qu'on a aujourd'hui des puissances qui sont plutôt du genre de l'alternatif et du courant continu, que c'est pas tout à fait la même technologie qui est mise en place, mais on est capable de reconnaître à la fois des entreprises qui se positionneraient pour des puissances inférieures à 36 kg, qui iraient dans un univers qu'on qualifierait de particulier jusqu'à petit tertiaire, des univers au-dessus de 36 kg toujours en AC pour du plutôt moyen gros tertiaire, et puis du DC sur lequel on va impacter, on va toucher plutôt une population d'entreprises, plutôt parking public, plutôt voie publique. L'intérêt des travaux qu'on a pu mener avec l'AREA, parce que c'est intéressant qu'on soit conscient des besoins, et encore une fois, c'est bien les derniers textes réglementaires qui nous ont amené à pousser cette réflexion-là. Si vous ne l'avez pas en tête, il y a quand même deux choses très importantes qui sont des marqueurs importants de l'évolution réglementaire. C'est la partie maintenance, c'est la partie étude de conception. Aujourd'hui, et encore une fois dans les programmes à venir, et je reviendrai peut-être après sur l'enchaînement pour bien réussir sa démarche, l'enchaînement qu'il faut vraiment respecter pour être sûr de bien réussir jusqu'au financement de l'infrastructure. Il y a l'aspect maintenance qui est rentré en ligne de compte, qui est un élément important. Et ça, c'est vraiment une chose que tout le monde doit avoir présent à l'esprit. Et ça vaut pour les infrastructures, mais je pense que ça vaut quasiment pour tout ce qui touche à l'électricité. On a aujourd'hui en face de nous des populations un peu hétérogènes. Une entreprise qui est à la fois capable d'entretenir et de maintenir, c'est une entreprise qui est consciente qu'elle a un impact chez son client, qui doit non seulement la faire intervenir pour l'installation, mais qui doit l'accompagner pour que la performance non seulement soit atteinte à l'instant T, mais soit maintenue dans le temps. Donc, c'est un élément important, la partie de maintenant, surtout dans le contexte qu'on évoque aujourd'hui. Le deuxième indice, qui est celui des études de conception. J'ai commencé là mon propos, on est sur un métier là d'électricien. Donc, il n'est pas concevable, quand on commence à faire du maillage d'infrastructure, ce n'est pas un aspirateur et ce n'est pas un sèche-cheveux. C'est-à-dire qu'on vient raccorder un organe électrique qui va nécessiter
une sollicitation qui va être très importante et dans le temps. Elle est importante en puissance et elle est importante dans le temps. Donc, on ne peut pas prendre ça par-dessus la jambe. Et il faut absolument que l'implantation d'une infrastructure, notamment dans le tertiaire, fasse l'objet d'une étude préalable et de savoir effectivement, on va se poser des questions, de savoir si la tarification, si le point de livraison, est-ce qu'il est capable d'absorber ce surcroît de puissance, est-ce qu'il faudra passer par un partage de cette puissance? Et ça aussi, c'est un élément important qui d'ailleurs est à transpirer dans l'évolution du texte réglementaire, c'est qu'il y a bien une notion de pilotage. Donc finalement, plus que des éléments de puissance qu'il faudrait retenir, c'est nécessité de maintenance, nécessité d'avoir une approche avec une étude et avoir présent à l'esprit que la solution peut être le pilotage. Dans le slide, on vous a présenté également un élément important qui est une mention, par définition, par rapport à la qualification qui, encore une fois, est aujourd'hui obligatoire pour toutes les bornes au-dessus de 3,7 kg. Il y a la notion de colonne. Donc après, dans le tertiaire, on parlera plutôt de colonnes horizontales, qui sont des choses qui sont du ressort du privé. Quand on est ailleurs, on va plutôt parler de colonnes montantes ou horizontales, mais avec Enedis, qui est encore un autre sujet. Ce qu'il faut aussi retenir, c'est qu'il y aura effectivement certainement sur les grosses installations de tertiaire une notion de verticalité ou d'horizontalité à apprécier pour arriver à réussir ce maillage d'infrastructure. Et encore une fois, l'élément important qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est bien dans le séquençage de sa démarche, c'est effectivement de s'inscrire sur les programmes à devenir, parce que Clément l'a rappelé, à devenir vient en soutien financier pour financer des infrastructures. Encore faut-il que le professionnel se soit d'abord inscrit. Et on voit aujourd'hui, en fait, le tertiaire un peu dans le désordre. On a un triptyque qu'il faut retenir, c'est la qualification, c'est l'inscription au programme à devenir et c'est la formation. Et là, ce que j'ai dit là, c'est dans le désordre. On doit commencer par la formation. Et aujourd'hui, même si Qualifelec a référencé environ 14 organismes de formation qui se positionnent et la cartographie qu'on a mis en place sur le site permet à tout le monde, et que ce soit client, utilisateur de la qualification ou professionnel désirant se positionner, on a une cartographie sur le site de Qualifelec qui permet de savoir comment se constitue le maillage des 4300 entreprises qualifiées et de trouver, c'est une deuxième couche, les organismes de formation qui peuvent dispenser la formation dans le bon univers des clients qu'on cherche à joindre et à satisfaire. Donc, la première des réflexes, parce qu'il y a aujourd'hui un phénomène d'engorgement, notamment sur des niveaux de formation plutôt qu'on appelle P2 et P3, qu'on encourage parce que le P1, c'est vraiment plus de l'information et de la vulgarisation, même si au sens réglementaire, il est suffisant. On ne peut qu'encourager les professionnels à se positionner au moins sur du P2. Il y a un phénomène d'engorgement malgré tout dans les organismes de formation, ce qui fait que on ne peut pas improviser une démarche de qualification ipso facto. Il faut bien s'assurer avant d'avoir une session de formation qui correspond bien à l'univers métier dans lequel on veut se positionner. Donc ça, c'est l'élément numéro 1. Quasiment en même temps, on peut commencer à faire son inscription au site à devenir et la qualification, mais tout ça dans un temps très court, doit aussi intervenir. Et Clément ne me contredira pas, on a beaucoup de dossiers sur lesquels c'est difficile parce qu'on a mis la charrue dans les bœufs et qu'en gros, on a des professionnels qui présentent des dossiers de financement à vos programmes à devenir alors que la qualification est intervenue après la réalisation des travaux. Et ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Il faut bien qu'on ait des fins, sinon c'est la porte ouverte à toutes les dérives possibles et imaginables. Et ça serait d'ailleurs défavoriser des gens qui veulent se mettre dans le bon process. Donc, retenez bien qu'il n'est pas possible de demander un financement d'une opération programme à devenir si la qualification est intervenue postérieurement à la réalisation des travaux. Je pense que ça, c'est, si on doit retenir deux, trois éléments, la cartographie, je pense, c'est un élément important, et l'enchaînement de la séquence dans laquelle on fait sa démarche. Voilà, ça peut poser un peu le débat et s'il y a des questions, bien sûr qu'on y répondra. Oui, il y a plusieurs questions autour des obligations de qualification. Par rapport au programme à devenir, effectivement, faut-il être référencé pour pouvoir installer des bornes de recharge de véhicules électriques? Il faut effectivement être référencé par le programme dans la mesure où on veut faire bénéficier au client final des aides. Il y a une obligation réglementaire de qualification pour installer des bornes de recharge, aide ou pas aide, de plus de 3,7 kVA. Donc, il y a vraiment deux niveaux, on va dire, d'obligation. Un qui est réglementaire, c'est la qualification pour l'installation de toutes les bornes de plus de 3,7 kVA et un référencement par le programme à devenir d'entreprises qualifiées pour faire bénéficier aux clients des aides du programme.
Voilà, effectivement, la clé d'entrée, et ça, encore une fois, c'est le premier texte qui est sorti en 2017, c'est toutes les bornes ou infrastructures au-dessus de 3,7 kg, mais à 3,7 kg, aujourd'hui, on n'a plus que des bornes, l'installation doit passer par un professionnel qualifié. Ça, c'est effectivement la règle. Donc, on est aussi effectivement en relation avec Mobiliance, qui est une grosse fédération également, et pour sensibiliser aussi les constructeurs et sensibiliser les concessionnaires à accompagner aussi les clients qui viennent acquérir des véhicules hybrides ou électriques, de les accompagner aussi pour la mise en œuvre de la bande qui va servir à les alimenter. Ça, c'est un élément important. Et pour accompagner les professionnels, encore une fois, le programme, le site internet de l'AVER permet de retrouver les entreprises qui sont donc référencées dans le cadre du programme Advenir, et du côté Qualifelec, l'ensemble des professionnels qui sont qualifiés. Donc avec les 3 indices de puissance et puis la partie maintenance et études et conception. En ce qui concerne l'obligation de qualification avec l'indice maintenance, études et conception, pour bénéficier du programme Advenir, on en est où? Parce qu'aujourd'hui, effectivement, il y a l'obligation d'être au moins le niveau P2. Mais quid de l'indice maintenance et quid de l'indice études et conception dans le cadre du programme? Clément, tu veux répondre peut-être sur la nécessité du contrat de maintenance dans cet environnement-là? Oui, en effet, c'est vrai que dans le cadre du programme Advenir, on impose d'avoir un contrat de maintenance qui soit fait, tout simplement parce que l'idée pour nous n'est pas d'avoir des installations qui bénéficient d'aide et qui derrière sont laissées à l'abandon d'une certaine façon. L'équipement, ça se maintient, ça s'entretient. On y fait attention parce que on touche à des sujets importants, on touche à de l'électricité, on a besoin d'être certain que le matériel fonctionne, qu'il n'est pas défectueux et qu'il ne pose pas de problème de sécurité. Donc c'est effectivement une exigence du programme depuis sa création d'intégrer un niveau de maintenance et d'avoir des contrats de maintenance qui soient faits. Ce qu'on peut peut-être rajouter par rapport à ça, parce qu'encore une fois, les derniers textes réglementaires qui sont sortis sont intéressants par rapport à ça. Il y a des éléments nouveaux qui sont rentrés dans les contraintes. C'est-à-dire qu'il y a la notion de contrôle consuel qui est intervenu. Donc là, je ne voudrais pas le résumer ici, des circonstances et des conditions dans lesquelles le contrôle est obligatoire, mais il faut quand même entendre que la nécessité de contrôle est intervenue, que Consuel s'est positionné par rapport à ça avec une attestation de conformité qui est spécifique aux IRVE, et que sur la partie maintenance et études de conception, on a assorti en fait cette compétence-là aussi à une exigence de formation. C'est-à-dire que quand je vous citais tout à l'heure les 14 organismes de formation qui aujourd'hui, allez, on va dire, sont vraiment référents sur le sujet. D'ailleurs, tous ne dispensent pas de la formation à destination de la maintenance et études de conception, mais ça veut dire qu'il y a aussi une nécessité, et ça c'est un message que j'envoie pour les professionnels qui veulent faire une démarche de qualification. Et on a aujourd'hui, là aussi, une grosse tendance de gens qui sont déjà positionnés sur la partie installation et qui ont bien compris, et on peut les en féliciter, qui ont bien compris qu'il fallait se positionner sur la partie maintenance. Il y a aussi nécessité de subir, même si le mot n'est pas joli, mais d'aller suivre une session de formation pour acquérir les compétences afin de maintenir les infrastructures. Et encore une fois, Clément le dit, on ne redira jamais tous assez, que c'est bien une installation qui vit, qui est sollicitée, qui est beaucoup sollicitée et qui doit nécessiter de la maintenance pour être sûr que la performance, encore une fois, soit atteinte à l'instant T, mais soit maintenue comme son nom l'indique. L'objet, effectivement, c'est beaucoup d'interrogations aussi autour des colonnes horizontales. C'est un sujet qui est vaste. Alors, oui, c'est vrai que je voulais pas forcément en faire un sujet, mais je comprends qu'il y a une préoccupation parce que on a en parallèle des actions de déploiement que l'AVER encourage. Et on est positionné sur ce sujet-là aussi. On a, nous, une convention avec Enedis et on accompagne le déploiement des colonnes au sens large. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on va certainement de plus en plus avoir, non pas une confusion, mais une fusion des terminologies entre ce qu'on appelle de la colonne montante et de la colonne horizontale. Aujourd'hui, Enedis est à la recherche de partenaires, de prestataires, plus que des partenaires, des prestataires à qui confier le maillage des colonnes. Donc c'est vrai que le sujet principal, mais ce n'est pas l'objet de la thématique d'aujourd'hui, le sujet principal pour Enedis, c'est de la colonne à destination de la copro, parce que c'est bien le sujet et ça pourrait faire l'objet
la troisième webinaire sur le sujet, c'est qu'on a un vrai enjeu aussi sur la copro qui n'est pas facile non plus à résoudre. Donc, il y a l'aspect colonne horizontale au sens où on l'entend techniquement parlant, c'est plutôt de la colonne privée sur laquelle Enedis n'intervient pas. En gros, ce qu'il faut avoir en tête, c'est soit il y a Enedis, soit il n'y a pas Enedis. S'il n'y a pas Enedis, c'est une notion de colonne horizontale et quelque part, c'est la prérogative d'installateur électricien et je ne vais pas faire un cours sur la colonne aujourd'hui. Si on parle de colonne dans laquelle Enedis doit intervenir, ça veut dire qu'il va chercher des compétences, qu'il va s'appuyer aussi sur une capacité, je dirais une compétence plutôt liée à la colonne, mais qui sera plutôt dans l'univers de la copro, c'est-à-dire du logement. Donc aujourd'hui, la formation, et ça peut être une inquiétude, on tient le challenge que dans les formations qui sont dédiées à la colonne, puisque aujourd'hui on n'a que 3 acteurs qui sont positionnés sur la formation colonne, que dans les formations qui sont suivies par les professionnels sur ces sujets-là, on y vienne à la fois chercher de la compétence pour comprendre la colonne montante, mais on va y trouver aussi quelques éléments au cours de la formation qui vont parler de colonne horizontale, avec des particularités de produits notamment, puisqu'on ne met pas en œuvre forcément les mêmes produits sur une colonne dédiée horizontale ou une colonne montante classique telle qu'on l'entend sur un immeuble. Donc, je comprends qu'il y a une interrogation. Donc, retenez, si à Enedis, on va venir vous chercher une qualification qui serait plutôt une qualification logement avec une motion colonne. Et si on est plutôt sur de la colonne privée, on va chercher plutôt un prestataire qualifié en IRVE avec aussi une motion colonne. Si vous décidez de vous investir dans les idées de la colonne, quelle que soit sa nature, montante ou horizontale, la formation que vous allez suivre sera mutualisable. C'est un élément important. Oui, c'est effectivement une question qui ressort. Donc, merci pour ces précisions. Le sujet aujourd'hui est de bien comprendre comment les entreprises peuvent se positionner sur ce marché. Il y a effectivement les aides évoquées par Clément, l'obligation de qualification et de référencement sur le programme à venir quand il y a aide, mais il y a aussi l'évolution des technologies, parce qu'effectivement, l'encadrement réglementaire fait qu'aujourd'hui, la charge devient un enjeu pour les entreprises, et le triptyque, c'est effectivement installation, matériel, et puis encadrement réglementaire. Donc, quelles sont aujourd'hui les nouvelles technologies et quelles sont, on parle de pilotage, donc de charge intelligente pour qu'effectivement ces installations se fassent dans les meilleures conditions possibles et au meilleur coût pour le maître d'ouvrage. Et ce que je propose maintenant, effectivement, c'est que Laurent, qui est responsable de la Smart Mobility chez Engie, puisse faire un point sur les solutions qui se dessinent, peut-être avec des retours d'expérience d'ailleurs au niveau international, pour comprendre effectivement que il y a beaucoup d'évolutions techniques dans ce domaine qui vont permettre aux entreprises de trouver des solutions économiques et aux professionnels électriciens d'apporter leur savoir-faire, comme tu le disais justement Thierry, au niveau du pilotage de la charge intelligente. Donc, je laisse la parole maintenant à Laurent Debroy. Merci Alexandra, bonjour à tous et merci pour l'invitation de la TE. Donc mon but aujourd'hui effectivement c'est pas tellement, donc je fais partie du groupe Engie, je suis en charge de l'innovation en mobilité et notamment donc des sujets de recharge intelligente. Mon but n'est donc pas de vous faire une présentation commerciale, mais plutôt de vous partager un certain nombre d'éléments, aussi bien de réflexion que de retour d'expérience sur la gestion de la recharge, puisque c'est un sujet dont on parle de plus en plus maintenant que le nombre de véhicules augmente et qu'effectivement l'énergie associée augmente aussi. Donc c'est une question, bien sûr, comment faire en sorte que on puisse charger l'ensemble de ces véhicules de façon satisfaisante pour l'utilisateur final, mais aussi de façon économiquement acceptable et techniquement réalisable au niveau des implémentations des infrastructures. Et donc tous ces éléments-là sont bien sûr liés. Peut-être un mot d'introduction rapide en termes d'expérience. Donc côté Engie,
On a évidemment le nombre de points de charge qu'on déploie et qu'on opère est fortement croissant. On avait à peu près 10 000 points de charge avant 2022. 2022, on en a rajouté à peu près autant, donc 12 000 en plus. Et donc, on est vraiment dans une tendance forte à la croissance. Pas uniquement en France d'ailleurs. À l'origine, on a plutôt évidemment accompagné un certain nombre de géographies dans lesquelles, pour différentes raisons, la mobilité électrique s'est déployée peut-être un petit peu en avance de phase. On est actif sur les différents segments, donc que ce soit les hubs de recharge rapide sur autoroute, les voiries, mais donc également le tertiaire et le public ou semi-public. Et donc effectivement, ce que je voulais faire, c'était vous présenter la solution, la réflexion en tout cas sur la recharge intelligente. Recharge intelligente qu'on implémente aussi d'ailleurs depuis, on est sur le sujet depuis une dizaine d'années maintenant avec une solution qui s'appelle Smatch, solution qu'on propose en complément des offres mobilité d'Engie qui est déployée aujourd'hui ou contractualisée sur une dizaine de milliers de points de charge actuellement, différents segments aussi, avec un certain nombre d'ambitions qui sont orientées, comme je le disais, aussi bien sur l'économique que l'écologique et en termes de confort du point de vue de l'utilisateur final, mais également de l'opérateur. Alors concrètement, puisque le cadre de la discussion d'aujourd'hui, c'est aussi en filigrane comment peut-on s'assurer que la suppression des aides remplacées par un certain nombre de décisions plutôt d'ordre législatif, comment peut-on faire en sorte que les installations continuent à être économiquement réalisables. Et donc là, j'avais un certain nombre d'éléments que je souhaitais vous partager. Première chose peut-être, c'est sur la partie coût d'infrastructure, donc en amont de l'installation. Alors, ça a été évoqué, Thierry Grosdidier a parlé bien sûr de la partie formation installateur, et donc c'est clair que toute la considération technique associée au choix du matériel, au dimensionnement de l'infrastructure, au mode de raccordement, sont tous des éléments qui ont un impact direct sur les coûts. Par exemple, le fait d'assurer la rotation des phases sur les bornes va permettre de gérer de façon un peu plus efficace les puissances disponibles sur les installations. C'est un exemple qui n'a rien à voir avec de l'implémentation après de contrôle ou de pilotage, encore que, mais ce sont des éléments qui peuvent être pensés au départ. Ça, c'est sur le plan technique. Après, pour le gestionnaire du site, la première question, c'est peut-être aussi quel est mon besoin en termes de bornes. On l'a dit, il y a des bornes de AC, DC, de puissance très différentes, et pouvoir dimensionner correctement l'infrastructure sans nécessairement se dire que chaque véhicule du parc a besoin d'une borne de pleine puissance qui charge en même temps. Ça fait aussi potentiellement une différence au niveau de l'organisation et du coût de l'installation. Et enfin, le fait de pouvoir, dès le départ, anticiper une augmentation, une croissance du réseau de bornes sur un site donné, notamment par le fait qu'on ne va pas choisir des systèmes, j'allais dire propriétaires ou spécifiques, mais plutôt des solutions qui ont une approche un peu plus standardisée en termes de communication. Il y a de plus en plus de systèmes qui permettent de la communication standardisée notamment et qui vont permettre donc de pouvoir peut-être dans un premier temps installer un certain nombre, un lot de bornes d'une marque et peut-être dans un second temps compléter avec d'autres bornes, d'autres marques, d'autres puissances, mais qui peuvent en tout cas fonctionner ensemble. Donc le choix du matériel évidemment et la possibilité d'avoir du matériel compatible est un élément aussi favorable en termes de coût. Sinon, une fois que l'installation est faite, il y a alors la question de l'opération. Et au niveau de l'opération, il y a aussi des possibilités de réduire les coûts d'opération, qui sont liés bien sûr en particulier à l'énergie. L'énergie dont on sait bien sûr qu'elle a un coût qui peut être variable dans le temps, variable dans la journée. On a des contrats d'énergie qui peuvent aussi intégrer une composante capacitaire.
c'est-à-dire que la puissance consommée, la puissance appelée, en plus de l'énergie consommée, la puissance appelée, plus elle est élevée, plus la pointe va coûter. Donc il y a une composante de coût sur cette pointe. Donc pouvoir gérer les pics de consommation est aussi une piste utile. Alors ça peut se faire de différentes manières. Une possibilité, c'est de limiter de façon fixe les puissances qui sont allouées aux bornes d'un site et donc faire en sorte qu'on ne la dépasse jamais. Et là, aussi, on peut le faire de différentes manières. Une solution très classique pour le faire, c'est de dire si la puissance, la puissance disponible est de 50% de l'ensemble de mes bornes, je diminue tout le monde à 50%. C'est la façon la plus simple qui est appliquée par un certain nombre d'acteurs. C'est pas toujours l'option la plus favorable pour l'utilisateur, puisque bien sûr, ça ne prend pas en compte des notions de priorité, par exemple, d'un utilisateur à un autre, mais c'est une piste en tout cas. Ça peut se faire de manière dynamique aussi. Donc dynamique, c'est-à-dire tenir compte non seulement d'une valeur fixe de puissance pour les bornes, mais aussi d'intégrer le reste des consommations du bâtiment. Il y a des moments, si à midi les cuisines du bâtiment consomment plus, peut-être que c'est pas le moment pour charger les voitures à pleine puissance, par exemple. Et donc pouvoir distribuer non pas une puissance fixe, mais une puissance variable sur les différentes bornes. C'est ce qu'on appelle le dynamic load balancing en bon français. Donc l'équilibrage dynamique des puissances. Donc ce sont des pistes en tout cas pour éviter qu'on ne dépasse des puissances et donc qu'on le paye d'une manière ou d'une autre dans l'utilisation. D'autres possibilités aussi, c'est de tenir compte des tarifs variables, je le disais, et donc la façon la plus classique, c'est la notion d'heure pleine, heure creuse, et donc pouvoir, on va le rencontrer par exemple dans des cas où on a des flottes de véhicules de service qui vont circuler en journée, qui vont rentrer le soir, mais pas forcément au moment où le pic, où le tarif heure creuse a démarré, et se dire plutôt que de charger les véhicules au moment où ils rentrent, qui est en fait généralement plutôt le moment de la pointe du soir, eh bien si on peut attendre le début de l'heure creuse vers les 21, 22 heures selon les cas, eh bien ça va permettre évidemment de faire une différence aussi en termes de coût. Donc gérer finalement la recharge en fonction des profils de coût de l'élec, qui peuvent être de nouveau statiques, heure pleine, heure creuse, mais à terme, la notion de ce qu'on appelle de nouveau en bon français le demand response, c'est-à-dire des courbes de profil de prix de l'électricité qui peuvent varier dans le temps de façon peut-être dynamique, eh bien là, on est alors là sur un peu plus prospectif, mais potentiellement des choses qui peuvent influencer les coûts globaux de l'installation et de l'opération surtout. Une autre possibilité, c'est complémentaire, hein, c'est avoir une gestion de l'usage de l'infrastructure. Donc on a évoqué, Clément notamment a parlé des nombres de places à équiper ou à prééquiper sur les parkings et notamment dans le tertiaire. Eh bien, si on peut associer à ces obligations de nombre de bornes une gestion partagée de ces mêmes bornes, ça peut permettre de réduire les coûts d'infrastructure. Je m'explique. Si on a la possibilité d'avoir un connecteur de recharge qui n'est pas uniquement utilisé par un véhicule qui arrive le matin, qui repart le soir et qui l'a monopolisé la journée, mais qu'on a la possibilité de mettre ce connecteur à cheval sur 2 places ou peut-être plus de places en fonction de l'organisation du parking, on peut avoir un second véhicule qui arrive, qui se gare, qui stationne devant un connecteur déjà occupé par son voisin, mais qui peut être informé, c'est ce qu'on propose de notre côté aussi, qui peut être informé lorsque le premier a terminé. Il n'a qu'à descendre au parking ou se rendre sur le site de stationnement, débrancher le premier et brancher son véhicule à la place. Donc c'est concrètement pas besoin de déplacer le premier véhicule. C'est une gestion de câbles en fait, de verrouillage, déverrouillage de câbles et d'échange finalement de bornes sans avoir à faire bouger tout le monde. C'est des choses que certains
certains sites aiment beaucoup, d'autres pas du tout, parce que évidemment, selon j'allais dire les règles d'entreprise ou les souhaits par rapport à la gestion des besoins de charge et des utilisateurs, certains sites et la direction de certains sites va parfois dire moi je ne souhaite pas que mes employés aient à bouger pour aller charger ou aller rebrancher le véhicule par exemple à midi. Donc ça va, voilà, c'est des options qui sont possibles, qui sont pas systématiquement déployées, mais on a nous en tout cas pu capter cette demande et sur les sites où on l'a déployé, ça fait ça plaît beaucoup. Donc ça, c'est plutôt, là, j'ai listé un certain nombre d'options qui sont plutôt liées donc au dimensionnement et à l'opération, mais plutôt du point de vue local, donc le site local avec ses contraintes et peut-être ses objectifs aussi locaux. On peut aller plus loin. Il y a un certain nombre d'études, de projets pilotes qui ont été faits, notamment Enedis a travaillé dessus avec le projet Avenir. Mais au-delà, nous on a eu l'occasion de le tester et de le déployer d'ailleurs hors France, aux Pays-Bas en particulier. C'est le support au réseau. Et donc support au réseau, il y a différentes possibilités, mais qui peuvent à terme avoir un impact sur le coût global de l'énergie, puisque si on arrive à décharger le réseau, c'est-à-dire à soulager le réseau plutôt en période de congestion, en n'allant pas tirer trop à ce moment-là pour charger les véhicules, mais plutôt préférer la recharge au moment où le réseau est plus disponible, ça peut avoir un impact. Il y a au niveau du marché de l'énergie, ça peut se valoriser aussi, et donc indirectement, l'utilisateur final va pouvoir en bénéficier. Je parlais de Rotterdam. Là, on l'a fait en fait, la ville de Rotterdam est en train de déployer 10 000 points de charge. Donc, on est plutôt en charge publique. On n'est pas dans du tertiaire, mais on peut transposer l'approche. Donc, 10 000 points de charge aujourd'hui sont à peu près à 1 millier de points déployés avec le smart charging de notre côté. Et ce qu'on a pu constater, par exemple, c'est qu'on arrive à réduire les pics de puissance de l'ordre de 15 à 20%. On a une poche d'énergie qui peut être déplacée, qui est là aussi de l'ordre de 15 à 20%. Et le tout, parce que c'est pas négligeable évidemment, c'est un point sur lequel je reviendrai un petit peu après, c'est le confort de l'utilisateur. Il s'agit pas, bien sûr, de donner le plein contrôle au niveau du réseau et d'avoir des gens qui, quand ils reviennent à leur véhicule, se rendent compte qu'il n'a pas chargé. Donc, les objectifs, dans les chiffres que j'ai donnés là, l'objectif était assez contraint, c'est-à-dire faire en sorte que l'utilisateur ne voit pas l'usage ou l'implémentation de recharge intelligente. On peut imaginer dans d'autres approches, et pourquoi pas en tertiaire, si il y a différents types d'utilisateurs avec peut-être des tarifs qui peuvent être différents. On peut imaginer pourquoi pas avoir 2 niveaux de tarifs ou plus, mais un qui serait pour l'utilisateur qui ne veut pas exposer son véhicule à de la flexibilité, donc qui sera un tarif un peu plus élevé, et un tarif plus bas pour l'utilisateur qui, lui, a peut-être des contraintes moins fortes et qui est disponible pour apporter un support au niveau du réseau. Et donc là aussi, on est sur des coûts réduits. Je parle de l'utilisateur final ici, je ne parle pas forcément de l'infrastructure, mais bien entendu, dans un business model global, on peut bien sûr imaginer des distributions de flux de revenus ad hoc. Enfin, peut-être un dernier point, c'est quelque chose sur lequel Engie se positionne maintenant de plus en plus, c'est l'investissement dans l'infrastructure. Donc, de notre côté, l'idée, c'est de pouvoir prendre le risque matériel, c'est-à-dire investir dans l'infrastructure en modèle concessif à ce moment-là, et finalement se rémunérer sur l'énergie qui est vendue au niveau des sessions. Et donc, c'est aussi une façon de réduire l'impact en termes d'investissement pour le site qui souhaite déployer l'infrastructure de recharge. Et pour clôturer peut-être par rapport à tous ces éléments-là, donc le pilotage de la recharge, c'est clairement un sujet qui a montré, ça fait 10 ans qu'on en fait, qui a montré un intérêt réel, que ce soit pour l'utilisateur final qui globalement
a la possibilité de dire moi j'aimerais bien charger, prévenez-moi quand la borne est disponible, donc ça rajoute un peu de confort à l'utilisateur. Et en même temps, en termes d'infrastructure, de réduire les coûts à l'achat et de réduire les coûts d'opération, notamment sur les lecs. Mais le tout, ce qui est capital, bien sûr, c'est que l'utilisateur final et le gestionnaire du site ne soient pas impactés négativement par cette recharge intelligente. Et donc, du côté de l'utilisateur, je le disais, il y a la gestion des priorités qui est importante. On peut avoir des utilisateurs qui, en bout de journée, ont besoin de rentrer chez eux à une distance plus grande que d'autres. On peut avoir des gens qui doivent partir plus tôt que d'autres aussi. Donc, pouvoir prendre en compte ces éléments-là, c'est quelque chose qui fait la différence en termes d'expérience utilisateur. Et par rapport aux gestionnaires de sites, il y a d'autres degrés de priorité. On peut imaginer que des véhicules de service, par exemple, n'aient pas les mêmes règles de priorité que les véhicules d'employés ou les véhicules de visiteurs. On peut imaginer d'autres choses, mais en tout cas, pouvoir définir ça, ça fait aussi une différence en termes de confort et de gestion, finalement, de l'infrastructure, parce qu'il ne s'agit pas simplement de dire on réduit les capacités installées, il faut encore pouvoir distribuer ces capacités de façon correcte entre les véhicules qui chargent. En tertiaire, on a pas mal d'expériences côté Belgique aussi. Vous aurez peut-être remarqué, j'ai un nom belge, je suis belge moi-même. Et il y a vous savez sans doute que les véhicules de société en Belgique, ça représente une composante importante du parc automobile. Sur les 5 millions de véhicules en circulation en Belgique, il y en a à peu près 600 000 qui sont des véhicules de société. Il y a 22% des employés en Belgique qui disposent d'un véhicule de société. Et la Belgique s'est positionnée pour que, à partir de 2026, donc demain, tous les nouveaux véhicules de société soient 100% zéro émission à la roue. Et donc, en clair, ça veut dire des véhicules purs électriques à l'horizon 2026, quand on sait que les véhicules de société, il y a une rotation, enfin, ils durent 5 ans avant remplacement. Ça veut dire qu'on a à peu près 120 000 véhicules par an qui vont être convertis à l'électrique à partir de 2026. Et bien sûr, ça n'a pas attendu. Et donc, il y a une vraie tendance là aussi à avancer, ce qui fait que ça a permis, bien sûr, de connaître pas mal de choses et de construire pas mal de retours d'expérience par rapport à cet usage des véhicules et de l'infrastructure de recharge sur site, notamment tertiaire. Voilà, ici, je pense en avoir dit suffisamment avant les questions. Et donc, je serais ravi, bien sûr, de compléter. Oui, effectivement, merci pour toutes ces informations. Et il y a des questions, donc je te retransmets pour que tu puisses effectivement apporter des compléments d'information. Et notamment au niveau du véhicule to grid, est-ce qu'on est déjà prééquipé? Est-ce que c'est un investissement qui peut être fait par un ERP et qui, quand il sera fait par un ERP, qui pourra répondre aux attentes futures, peut-être d'ici 1 an, d'ici 2 ans? Est-ce que tu peux nous apporter des précisions sur ce sujet? Oui, alors le véhicule to grid aujourd'hui, il y a pas mal d'initiatives qu'on présente par rapport à ces sujets-là un peu partout. C'est encore aujourd'hui essentiellement en mode pilote. Pour quelles raisons? Alors pilote, parfois des pilotes de grande taille, mais pour quelles raisons? D'une part parce que tous les véhicules ne sont pas en mesure de le faire. On a des constructeurs auto qui ont fait le pari déjà très tôt. Nissan, par exemple, il y a quasiment 10 ans, on parlait déjà, qui ont fait le pari que ça pouvait être un élément différenciant. D'autres se posent beaucoup plus la question en termes de garantie sur la batterie, puisque il s'agirait alors d'un usage des batteries de véhicules pour d'autres applications que le roulage. Et donc, ça pose d'autres questions de ce côté-là. Et donc, tout le monde n'est pas encore au niveau des constructeurs prêt à le proposer. Donc ça, c'est un élément. Un deuxième élément, c'est les bornes. Donc les bornes de recharge capables de le faire aujourd'hui sont limitées aussi. Il y a d'ailleurs encore des questions en termes de standardisation qui sont pas totalement réglées. Est-ce que c'est aujourd'hui, c'est le cas, sont beaucoup des bornes d'essai en fait qui le permettent, parce qu'en termes de communication avec la batterie, il y a un peu plus de possibilités, donc c'est plus adapté.
Il y a des considérations en AC aussi, donc on n'est pas sur les mêmes approches, ni sur les mêmes coûts non plus. Aujourd'hui, donc les bornes de véhicules to grid, donc DC, elles coûtent globalement 3 fois le prix d'une borne AC de puissance équivalente. Et donc la question de l'investissement reste évidemment un point ouvert. Avec en dernier élément le fait que la valorisation de ce service véhicule to grid est encore relativement flou aujourd'hui. Donc les engagements sur cette valorisation ne sont pas encore nécessairement marqués. Il y a une volonté à l'échelle européenne en tout cas d'embarquer le véhicule to grid dans les prochaines normes ou directives plutôt, mais de façon encore relativement ouverte, sur voilà, plutôt un encouragement, mais sans nécessairement que ce soit contraignant. Contrairement à la recharge intelligente unidirectionnelle où là l'Europe se positionne de façon plus franche. Donc aujourd'hui, c'est vraiment des sujets sur lesquels il faut se positionner parce que c'est-à-dire en termes techniques en tout cas, avoir une considération de ces éléments-là, et en termes de valorisation, avoir une compréhension de ce que ça permet. Nous, de notre côté, l'expérience qu'on a pu en avoir, on a fait des tests techniques il y a quelques années qui ont montré, c'est une question à laquelle on voulait répondre avant évidemment même d'envisager un déploiement plus important, c'est est-ce qu'il y a un impact sur la batterie? Est-ce qu'il y a un impact sur l'utilisateur? Et il y a quelques années, on a pu montrer que dans des usages même relativement intensifs de recharge bidirectionnelle qu'on a fait en labo, mais dans des conditions réelles de charge-décharge, on n'observait pas un vieillissement nécessairement plus marqué des véhicules que sans. Une raison à ça, c'est que finalement le vehicle to grid, au niveau de la dynamique, c'est pas très fort quoi sur la batterie. Donc il y a pas une sollicitation qui était nécessairement très exigeante techniquement. Mais donc voilà, donc de ce côté-là, c'est pas un problème au niveau des véhicules. Après, c'est plus effectivement la partie valorisation qui va être à clarifier encore. Donc c'est ce qui explique sans doute qu'aujourd'hui on est plutôt encore en mode pilote. Donc Alexandra, tu parlais dans un horizon de 1-2 ans. Moi, je le mettrais peut-être quand même un tout petit peu plus tard, plutôt après 2025 à mon avis. Donc 2, 3, 4 ans peut-être pour qu'on commence à réellement voir les choses. Mais je pense que si à un moment donné la valeur arrive, ça va pouvoir se déployer relativement rapidement. Et donc là, il faudra évidemment avoir les capacités de le faire. Et c'est à ce moment-là aussi qu'au niveau des prix, on aura des effets d'échelle qui vont permettre de ramener ça à des perspectives un peu plus acceptables. Merci pour ces précisions. Et effectivement, autour du modèle économique, la question se pose de savoir si un modèle concessif semble être mieux accepté par les ERP. Est-ce que tu as un retour d'expérience, un avis d'experts sur le sujet? Alors, on se rend compte qu'effectivement le mode concessif il fonctionne pas mal. Alors on est plutôt sur aujourd'hui dans des cas d'usage où on a soit des clients multisites, la chaîne d'hôtels par exemple, ou peut-être les supermarchés aussi, ou les villes, les infrastructures publiques. Aujourd'hui, on a moins d'expérience avec les sites de taille réduite ou des sites uniques dans ce mode concessif en tout cas. Mais effectivement, on sent qu'il y a un intérêt croissant sur un large panel de public, mais avec plutôt aujourd'hui une prépondérance au niveau du multisite et du public. D'accord. Je vois qu'il y a aussi dans les questions, si on reprend tous les éléments, c'est sur quand on parle effectivement de charge pilotée, de dimensionnement, donc on sent qu'il y a effectivement forcément des études de dimensionnement de conception et puis de la formation, puisque une fois qu'on met en place ces installations et ces projets, il faut bien sûr s'assurer de leur parfaite maintenance. Et il y a beaucoup de questions autour de quid de l'actualité des formations maintenance pour pouvoir monter en compétences.
des formations études et conception. C'est quoi le bilan actuellement? Les organismes de formation s'organisent? Oui, ça revient un peu à ce qui a été évoqué tout à l'heure. Je vais peut-être faire un petit rétro-planning par rapport à ce qui s'est dit, c'est que quand effectivement il a fallu mettre en œuvre et en application les éléments de formation qui étaient directement d'inspiration des textes réglementaires de l'AMI 2022, il y a eu effectivement sous l'égide de l'AVER, il y a eu ce groupe de travail qui a été initié, dans lequel on s'est retrouvé finalement au départ à une cinquantaine d'acteurs, parce que l'AVER, je n'ai pas le chiffre en tête, mais c'est quand même beaucoup d'adhérents, mais des gens qui sont capables de collaborer à des projets comme cela, il n'y en avait pas tant que ça. Il y a eu forcément les grands organismes de formation qui sont connus, qui sont à la fois des constructeurs, et on a été 2 organismes de qualification. Donc, bien sûr, Qualifelec a été associé, il y a l'AFNOR qui a été aussi associé à ça. Et là, on a fait un travail de concertation avec l'AFNOR, parce que c'est nous qui délivrons, encore une fois, les qualifications liées au CRVE, et que nous proposons à la fois la reconnaissance de la compétence d'installation, mais de maintenance et d'études de conception. Donc, on a été très attachés et l'un et l'autre à être vigilants aux organismes que nous agréons pour être certain que les fiches programmes que nous avons rédigées, encore une fois, sous l'égide de l'AVER, seraient bien intégrées, seraient bien compris des organismes de formation et peu ou prou, il n'y a pas de compétition par rapport à ça. En fait, on est tout à fait dans la même dynamique et la même logique de la préservation du métier d'électricien, que ce soit l'AFNOR ou Qualifelec. Donc, on a effectivement des interlocuteurs dans les différents organismes de formation qui ont pris possession de ces fiches programmes éditées par l'AVER. On les retrouve d'ailleurs, elles sont en ligne sur le site de l'AVER. Ils se sont appropriés ces fiches de compétences pour décliner, et ça ne regarde que, de décliner au sein de leur session de formation tout le savoir et pour que chacun puisse repartir avec les éléments qui permettront de construire des contrats de maintenance, qui permettront de faire des études de conception et de répondre aux sollicitations de leurs clients. C'est un élément important, c'est d'entendre que les fiches programmes, c'est l'AVER et qu'après, chacun vient décliner les sessions de formation et ces différents slides pour mener à bien la formation et que ce soit AFNOR ou Qualifelec, on est ISO sur le sujet. Donc, ces formations et cette montée en compétences va permettre au marché de s'organiser et de mettre en œuvre ces solutions sur les prochaines années. On est bien conscient que c'est pas voilà, Ouais. L'histoire est en train de se construire et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'elle s'organise de manière structurée, que l'association AVER, avec le programme Advenir, accompagne et lève les freins à chaque fois qu'il est possible de le faire et accompagne la montée à la fois en compétences et en connaissance du marché. Est-ce que vous avez, Laurent, Pierre, Guillaume, Clément, est-ce que vous souhaitez apporter un complément d'information? On va bientôt conclure ce webinaire. Est-ce que vous souhaitez apporter des précisions par rapport à ce qui a été dit et par rapport aux questions que vous avez certainement vues passer? Pas de mon côté. J'ai vu effectivement passer un certain nombre de questions auxquelles j'ai essayé de répondre, notamment en mettant des liens. Donc pour les personnes qui étaient intéressées d'avoir les liens vers les différents points que j'ai pu évoquer, n'hésitez pas à regarder les réponses aux questions. Merci Clément. De mon côté, j'ai pas eu forcément l'occasion encore de voir l'ensemble des questions posées, mais s'il y en a, je donnerai suite également derrière. Pareil pour moi, j'ai été attentif aux présentations, mais j'ai pas balayé les questions, donc je regarderai s'il y a des questions auxquelles il faut encore répondre. Thierry? Oui, je pensais à ça parce qu'en fait, on a rebalayé un petit peu tout l'écosystème en fait, qui gravite autour de ça. Alors, je ne sais pas effectivement si dans le webinaire, on avait beaucoup de maîtres d'ouvrage. Parce que le maître d'ouvrage doit avoir, et le maître d'ouvrage, ça peut être pour sa propre entreprise. Hein. Le maître d'ouvrage, c'est aussi faire le maillage d'infrastructures pour les propres besoins de sa propre flotte. C'est d'aller choisir le professionnel qualifié dans le bon domaine. C'est-à-dire qu'effectivement, l'articulation de l'écosystème au sens large, de la formation en passant par les financements et en passant par la qualification au sens large, correspond à une typologie d'acteurs. Donc, j'ai souvent tendance à dire, prenez pas un marteau pour écraser une mouche, allez choisir la bonne entreprise pour les bons travaux. Et la déclinaison qu'on a évoquée aujourd'hui en mettant, et je pense que tout le monde l'a compris, un accent assez fort
au moins ce qui nous concerne sur la partie étude de conception et sur la partie maintenance, c'est pour le maître d'ouvrage qui va diligenter des travaux dans ces bâtiments ou qui va les conquérir des marchés, à son tour, c'est un élément important, c'est qu'en termes de projection d'image, avoir le volet maintenance et le volet étude de conception est un élément important. Voilà, pour ajouter quelque chose à la périphérie de nos interventions respectives. Oui, et pour compléter ce que disait Laurent, effectivement, c'est que projetez-vous sur plusieurs années. Hein, le marché se développe, les solutions évoluent. Ayez une vision, maître d'ouvrage, de vos obligations sur ces prochaines années, mais aussi dans une démarche RSE, parce qu'effectivement, on est bien dans cette dynamique. Projetez-vous sur le verdissement et l'obligation de verdissement qui est échelonnée sur plusieurs années pour organiser votre parc de véhicules et vos installations de bornes avec une démarche réflexion de charge pilotée, de charge embarquée dans un deuxième temps. Et puis, entreprise, qualifiez-vous car c'est justement parce que le marché se structure que le modèle économique se construit avec justement une pertinence et une importance, une stratégie de dimensionnement des installations, de pilotage des charges pour que le modèle économique soit pertinent pour les maîtres d'ouvrage. Donc, le marché se développe et la compétence des entreprises qui deviendront expertes sur ces marchés est essentielle. Je pense qu'on va pouvoir clôturer. Donc, on répondra dans un deuxième temps à toutes les questions, même si on a répondu à pas mal de questions, soit directement écrites, soit à travers nos interventions successives. Je ne vois pas de dernières questions qui pourraient sortir. Et on vous enverra, bien sûr, dans un deuxième temps, les slides de présentation et n'hésitez pas à revenir vers la T2E Île-de-France si vous souhaitez des précisions spécifiques par rapport à notre échange. Et Guillaume, merci encore pour la mise à disposition de cette plateforme et de l'organisation de ce webinaire qui a été co-réfléchi avec Clément, Pierre, Laurent, Thierry. Et ça laisse la voie certainement à d'autres webinaires cette année sur les IRVE et sans doute autour des copros, qui sera certainement une perspective pour le deuxième semestre avec la T2E Île-de-France. Eh bien, merci. Merci à tous et on vous dit à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.